Bonjour à tous, bienvenue chez Asposkov. Depuis la mort de Lovecraft, de nombreux auteurs ont repris l'œuvre du Maître de Providence. Dans ce numéro d'Aposkov, nous allons parler de ses continuateurs, copieurs ou sombres pastiches qui parfois se font une fortune sur une œuvre vraiment mal comprise. Ta 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 ta. Donc, dans ce numéro d'Aposkov, présenté par Tidoukov, moi-même, je vais vous expliquer un peu la rencontre que j'ai pu avoir avec le mythe de Cthulhu et Lovecraft. Alors, l'année 86 a été une grande année, une terrible année. Ça a été l'année de Tchernobyl, et ça a été l'année où j'ai découvert l'appel de Cthulhu, en 1986. Vous voyez l'état de la boîte, ça veut tout dire. Cette boîte a survécu aux assauts de nombreux investigateurs. Elle contient juste un petit livret de règles, c'est tout. Écrit tout petit, avec très peu d'illustrations. Il faut savoir, dans les années 80, pour faire du jeu de rôle, c'était très très dur. Tout simplement parce qu'il n'y avait personne pour l'expliquer. Et les illustrations, il n'y en avait pas beaucoup non plus. Donc, l'appel de Cthulhu, qu'est-ce que c'était pour moi à l'époque? C'était juste un jeu de rôle d'épouvante comme les autres. Comme le pouvait l'être Chill. Vous voyez, c'était un autre jeu d'épouvante de l'époque. Mais j'ai vite découvert qu'il y avait quelque chose derrière. Derrière ce jeu, c'était Lovecraft. Lovecraft lui-même, les mythes de Lovecraft, le monde de Lovecraft. Toute sa cosmogonie, toutes ces théologies qui sont nées de cet auteur au cerveau un peu malade, il faut bien le dire, mais qui ont créé vraiment tout un monde qui est encore utilisé maintenant et qui est, malheureusement, libre de droit. Ce qui fait que tout un chacun peut très bien pondre une BD, un livre, comme certains ici, ou un jeu de rôle, comme certains qui vont arriver malheureusement, qui sont de véritables catastrophes. Pourquoi de véritables catastrophes? Parce que ces gens n'ont rien compris à Lovecraft. On va dire que le jeu de rôle à lui-même a été créé par Sandy Petersen. Sandy Petersen, lui, il a adapté le monde de Lovecraft au jeu de rôle. C'est le premier à l'avoir fait, et à l'avoir fait, on va dire, proprement, pour permettre aux joueurs de pouvoir expérimenter le fait de jouer dans les années 20 aux États-Unis et d'enquêter dans un monde où de nombreuses horreurs apparaissent. Le souci, c'est que si on suit à la lettre les écrits de Lovecraft, un joueur, enfin, ou tout du moins un investigateur, fait une seule partie. Soit il meurt, soit il devient fou. Il n'y a pas d'autre solution. Donc c'est vrai que Sandy Petersen a fait quelques anicroches au mythe de Cthulhu et a créé donc son appel de Cthulhu, son jeu de rôle, où on va dire que les investigateurs peuvent durer peut-être un ou deux scénars, même une longue campagne. C'est assez rare, mais bon, ça arrive. Voilà. On a essayé de mettre dans des chiffres, essayer de, on va dire, numériser toute une partie du mythe. Et ma foi, il a bien fait. Mais il a fait dans les années 80. Donc maintenant que quand même Lovecraft a été lu, relu, est arrivé en France, il faudrait quand même qu'on trouve un moyen de traduire ça d'une façon jeu de rôle, mais d'une façon propre. Une façon, et ça n'existe pas. Même les prochaines sorties qui vont arriver, je crois, je sais plus si c'est peut-être Gros ou BBE, je ne sais plus. Soyons clairs, c'est de la merde. Voilà. Donc commençons par faire un peu de bibliographie, de voir un peu tout ce qu'il y a sur l'appel de Cthulhu et Lovecraft. Alors on va pas commencer par les grands classiques, on va commencer par l'ombre venue de l'espace. Pourquoi l'ombre venue de l'espace? Parce que ce livre, je l'ai reçu, pas ce format, un autre format, entouré de scotch, relié je ne sais pas comment. C'était dans une sombre bibliothèque, dans un petit village sud de la France. Et ça a été vraiment la découverte. Vous voyez, moi j'ai commencé par ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que ça à lire. À l'époque,
il n'y avait pas grand chose sur Lovecraft, donc quand on tombait dessus, on le dévorait. Et je trouve que donc cette version de Lovecraft et je vais bien le dire, Derlet, parce que c'est Derlet qui a été l'exécuteur testamentaire, ou tout du moins le voleur du mythe de Cthulhu, qui a permis de finir toutes les nouvelles qui pouvaient avoir été débutées par Lovecraft. Donc, dans ce petit recueil de nouvelles, parce que ce qu'il y a aussi de bien, c'est, on va le dire clairement, pour un ado à l'époque, le recueil de nouvelles, c'est très très sympa. Pourquoi? Parce que vous avez en 20 pages, vous avez une aventure que, bon, quand on a 14-15 ans, on se ramasse un truc comme ça à lire, faut s'accrocher. Tandis que là, c'est des petites nouvelles qui vont du niveau sympa, hein, où un homme emménage dans une maison et se rend compte que petit à petit, l'ancien propriétaire n'est pas si mort que ça. Il y a d'autres qui, on va dire, d'autres nouvelles qui font plus penser au conte de la crypte, d'autres qui permettent de comprendre un peu les délires qu'a pu avoir Aboul Al-Azred, le créateur du Necronomicon, tout ça là-dedans. Tout ça dans ce petit livret. Et ça, pour ça, c'est vraiment... Moi, franchement, je le dis clairement, j'ai eu beaucoup de chance. À ce niveau-là, j'ai eu beaucoup de chance de commencer par ce petit livret qui, on va dire, est assez simple. Est assez simple pour appréhender le mythe de Cthulhu. Avant de passer, bien sûr, à l'auteur lui-même. Mais je le répète encore, à l'époque, on avait dans les années 80, il y avait très très peu de recueils. Lovecraft, c'était pas évident à trouver. Les librairies de science-fiction, c'était vraiment pas évident à en trouver non plus. Donc, quand on tombait sur un petit recueil comme ça, on était heureux. On pouvait le lire et le relire. Moi, je l'ai lu 3 fois. Hein, voilà. Donc, malheureusement, on va tout de suite passer et on va purger la chose tout de suite. On va dire clairement, voilà, le problème dans Lovecraft, c'est qu'il n'y a plus les droits dessus. Donc, ce qui fait que de nombreux écrivains tâcherons ont décidé de mettre la main dessus et de se dire, bah tiens, on va faire un petit livre comme celui-là, hein, et dire, bah voilà, c'est sympa, Cthulhu, survie en terre Lovecraftienne. Je ne présente pas l'auteur. Alors, on va être clair. Hein, les livres, il faut pas les brûler. Ça s'appelle un autodafé, il ne faut pas le faire, il faut respecter le livre. Mais par contre, parfois, les auteurs, on a bien envie d'en faire un autodafé. Hein. Donc voilà, on a survie en terre Lovecraftienne. C'est quoi? C'est juste une redite avec des illustrations du mythe de Cthulhu. Une fois de plus. Bon, bah, voilà quoi. C'est bien, hein, on retrouve ça sur internet, c'est facile. Les dossiers d'Arkham. Alors là, comment dire? Un mélange d'illustrations, d'articles vaseux sur le monde de Lovecraft, sur des disparitions dans un petit village, matinée d'un explorateur qui, avec son guide 2001, se balade un peu partout dans le monde pour aller sur un plateau tibétain. Franchement, c'est de la merde. Donc, passons aussi aux copies. Voici donc le grimoire du Necronomicon. Pourquoi des gens ont voulu faire ça? Pourquoi? Le grimoire il y avait déjà un petit livre, le Necronomicon, qui était sorti dans les années 80, dans J'ai lu, et qui était pas mal, qui était sympa. C'est une redite, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'ont fait les gens? Ils ont dit, bah tiens, on va refaire un petit truc sympa, avec une belle reliure. À quoi ça sert ça? Tout simplement à présenter lors d'une partie de jeu de rôle, c'est tout. Dedans, bon, des soi-disant formules magiques, une interprétation du mythe de Cthulhu, une énième, hein, veut dire qui est aussi vaseuse que les autres. Voilà à quoi ça sert. Alors, enfin, il y a aussi des auteurs qui malheureusement sont décédés et qui ont essayé de suivre un peu Lovecraft en utilisant son mythe, en faisant des pseudo-hommages, comme Frank Beknaknong, qui a fait Les Chiens d'Itindalos. D'ailleurs, le jeu de rôle a repris certains éléments de ces histoires. C'est pas les plus heureuses. Faut dire ce qui est. Si vous voulez voir donc un grand ancien, donc faut dire ce qui est quand même presque un demi-dieu cthulhien se faire poursuivre par une voiture avec quelqu'un dedans avec un rayon désintégrateur, ben, vous avez ça là-dedans. Hein, voilà.
Voilà. Donc ça, pareil, c'est beau, c'est bien imprimé. On jette pas les livres, on les brûle pas, mais ils mériteraient. Ensuite, on va passer maintenant, tiens, plutôt à ça. Donc ça, c'est quoi? C'est justement la suite du mythe de Lovecraft. Hein, ce sont tous les livres qui ont pu sortir. Parce que Lovecraft, quand il est décédé, il avait laissé plein de débuts de livres, plein de choses, plein de petites annotations qui ont été reprises par Auguste Derleth. C'était pas lui qui devait le faire. C'était un autre auteur dont j'ai oublié le nom, mais c'est lui qui s'y est pris, qui s'y est attelé et qui a créé donc la fameuse Arkham House, donc qui est la maison d'édition pour les écrits de Lovecraft. Et ben, ce Derleth, c'est pas un... on va être clair déjà. Hein. Le style de Lovecraft est assez ampoulé. Hein, c'est peu de le dire. Mais il se tient. Là, Derleth, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de mettre un peu sa patte dedans, dessus, un peu partout, et c'est pas top. Donc c'est pareil. Donc si vous voulez avoir, par exemple, dans la trace de Cthulhu, une équipe de savants et d'investigateurs qui vont un peu partout dans l'espace et un peu dans tout le monde pour tuer du grand ancien, ben vous avez ça là-dedans. Comment dire? Pareil. Hein, on va pas être impoli. Le masque de Cthulhu, par contre, ça se tient. Voilà. Il y a des bons moments. C'est tout pareil, c'est un recueil de nouvelles de Derleth. Il y a des choses qui sont sympas. C'est toujours pareil. Ça se tient toujours parce que on reste quand même dans le monde de Lovecraft, et tout du moins dans ses rêveries. Et on reste surtout sur, on va dire, le pays de Lovecraft. Le pays de Lovecraft, c'est quoi? C'est Dunwich, c'est Arkham et c'est Innsmouth. Donc là-dedans, donc on a des gens, des enquêteurs qui vont se perdre dans Innsmouth. On a des gens qui ont une aventure dans Dunwich, c'est un petit village du Massachusetts. Donc vous avez quelque chose de sympa. Voilà. Pareil pour l'horreur dans le cimetière et l'horreur dans le musée, qui ont quand même une sacrée différence. C'est que ce sont des écrits qui ont été, enfin des nouvelles qui ont été écrites par Lovecraft en commande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Lovecraft travaillait pour des pseudo-auteurs qui souvent n'avaient pas... par exemple, il a travaillé pour Houdini, il a travaillé pour d'autres auteurs, il a vendu des nouvelles hein, qu'il ne pouvait pas du coup publier sur What Tales, son magazine. Et du coup, ben voilà, vous avez le tertre, la chevelure de Méduse, la malédiction de Yig. Donc tout ça, ce sont des nouvelles bon, qui sont pas mauvaises, clairement. Mais on sent que, voilà, il a fait son taf. Il a fait son taf, voilà. Lovecraft a fait son taf là-dessus, mais on sent pas, ça manque un peu de mâche. Le dernier, donc là par contre c'est un roman, donc c'est Le Rôdeur devant le seuil, qui a des relents un peu on va dire un peu de l'affaire Charles Dexter Ward qu'on va voir tout à l'heure, hein, qui derrière, il y a on va dire que c'est bien, c'est un jeune homme qui vient hériter d'un manoir perdu dans la nature à côté de Dunwich et qui va découvrir qu'en fait, je crois le grand-père ou l'oncle qui lui a légué, eh bien, a laissé des écrits assez bizarres. Voilà. Donc c'est pas mal, mais beaucoup de longueur. Parce que Derleth à un moment a voulu faire un roman sur un matériel qui avait juste besoin d'une nouvelle. Voilà. Enfin, on a Robert Bloch. Donc Robert Bloch, si vous ne connaissez pas, c'est l'auteur de Psychose. Donc c'est pas Jojo Lastico. La chose venue des étoiles, avec on va dire une création du mythe de Nyarlathotep, donc du mythe le mythe de Cthulhu dans l'Égypte. Donc des bonnes idées aussi, mais je vous le dis clairement, moi je l'ai lu il y a 2 ans. Il n'y a pas grand chose qui en est resté. J'ai pas eu ce sentiment d'avoir lu quelque chose de marquant, de vraiment marquant. Voilà. Donc ça, ce sont, on va dire, les continuateurs sympathiques. Hein. On va passer ensuite, donc, on va passer maintenant à Lovecraft.
Donc on va passer maintenant à Lovecraft avec d'entrée l'affaire Charles Dexter Ward. L'affaire Charles Dexter Ward, c'est un beau roman. Très bon roman. Non, c'est inspiré Haunted Palace. Haunted Palace, c'est un film avec Vincent Price. Donc c'est du tout bon, des années 60. Mais c'est très bien. C'est quoi? C'est que, en fait, pareil. Un jeune homme, un jeune étudiant arrive à Providence et va se rendre compte qu'il ressemble à un de ses ancêtres. D'ailleurs, il va récupérer sa maison, sa bicoque dans Providence, et il va se rendre compte en découvrant un vieux portrait que il ressemble beaucoup à cet ancêtre. Et petit à petit, ce portrait va l'obséder. Petit à petit, ça va vraiment lui faire tourner la tête. Et c'est comme ça que on va comprendre que petit à petit cet ancêtre va revenir. Samuel Corwin qui est quand même un des grands méchants du mythe de Cthulhu. Tout joueur investigateur connaît ou tout du moins s'est frotté à une de ses créations. C'est quand même, on va dire, l'un des premiers réanimateurs, sorciers réanimateurs du XVIIIe siècle. Voilà. Ensuite, nous avons la version de Noël, présent du futur, de La couleur tombée du ciel. Alors là, ça, très beau, très très bien. Là, je pense que ça va être la première traduction de Lovecraft, hein, qui a été éditée ensuite par de Noël. Dedans, qu'est-ce qu'on a? On a donc celui qui chuchotait dans les ténèbres, les Migos. Donc, une race extraterrestre, il est en train d'envahir le Vermont. Et un investigateur va rencontrer un de ses amis savants. C'est là où se posent les problèmes. Ensuite, nous avons donc le cauchemar d'Innsmouth. Que se passe-t-il dans ce petit village de pêcheurs? Donc là, par exemple, là, je vais vous dire clairement, le cauchemar d'Innsmouth, moi j'ai eu un problème lors de sa lecture. C'est qu'en ayant été gardien des arcanes sur l'appel de Cthulhu, en ayant été un joueur sur l'appel de Cthulhu, le twist du cauchemar d'Innsmouth, vous le connaissez déjà. Vous savez très bien ce qui se passe dans ce petit village de pêcheurs. Et surtout qu'il ne faut pas y aller. Et donc, cette nouvelle, si vous voulez, il y a toute une partie où on sait très bien que les gens, la race de dégénérés qui habitent Innsmouth ne sont pas totalement humains. Voilà. Mais bon, j'en dis pas plus, je vous spoile pas. Mais il est clair que cette nouvelle, quelque part, vous êtes déjà spoilé. Tout le monde est spoilé sur celle-là. Hein, tout joueur de l'appel de Cthulhu est spoilé. Ensuite, on remonte un peu, je lis à l'envers comme les mangas. Donc l'abomination de Dunwich, je pense l'une des meilleures. L'une des meilleures nouvelles de Lovecraft, où là on comprend véritablement ce qui peut se passer dans les fonds de la Nouvelle-Angleterre, dans ce petit village de Dunwich, perdu dans la campagne de Nouvelle-Angleterre. Et on comprend véritablement là-dedans toute la quintessence on va dire de la corruption, le thème de la corruption que Lovecraft veut insinuer. Il a insinué aussi dans l'Innsmouth, hein, mais dans Dunwich, c'est là où on le comprend également, hein, encore plus, je trouve. Enfin, la couleur tombée du ciel, hein, la couleur tombée du ciel, pareil. Je pense que Lovecraft quelque part a eu vraiment une révélation sur ce que pouvait être le danger nucléaire avant même Oppenheimer, parce que c'est exactement on va dire que la couleur tombée du ciel, c'est ce qui pourrait arriver, c'est-à-dire un isotope nucléaire tombe dans le puits d'une ferme et on voit ce qui se passe. Voilà. Sauf que là, cet isotope, il a une pensée. Voilà. La seule différence. Ou sinon, vous avez les mêmes effets, la même tension, la même dégénérescence. Enfin, l'une des dernières créations de Bragelonne, Cthulhu le mythe, hein, où on a repris un peu, donc toutes ces traductions ont été revues. L'horreur, celui qui chuchotait dans le noir, hein, le cauchemar d'Innsmouth, la maison de la sorcière qui se passe totalement à Arkham. On a une présentation vraiment on appelle Arkham la ville des sorcières, c'est pas pour rien.
c'est parce que dedans, justement, il y a tout un passé de personnes qui ont fui Salem, et la chasse aux sorcières de Salem, et qui se sont retrouvées à Arkham. Dont une sorcière qui s'appelle Kezia Mason, qui, elle, habitait dans une maison au XVIIIe siècle, et un étudiant en mathématiques habite le grenier de cette maison. Je pense qu'il y a un épisode d'une série de Benicio del Toro qui en parle également. Et bien franchement, la nouvelle est beaucoup mieux. Voilà. Donc le seul souci, c'est peut-être, je vous dirais, les illustrations ici, parce que ce sont des photos. Ce sont des photos et voilà, le seul souci, moi, que je trouve sur les photos qui ont été, ce sont des vraies photos d'autres lieux. Donc quand on voit la ferme des Watley, c'est pas vraiment la ferme des Watley. Quand on voit la grande jetée du port d'Innsmouth, en fait c'est pas vraiment ça. Donc moi ce qui me gêne, c'est le fait de prendre des photos d'époque et de mettre une autre légende, comme faisaient les éditions de Sans Détour. Je trouve ça moyen. Je préfère à tout donner, je préfère une belle illustration, comme peut faire le jeu qui va suivre, que je vais vous montrer, une belle illustration qui met vraiment dans le ton, que là en fait on essaye de poser du réel sur de l'irréel. Bah, je trouve ça moyen, comme Sans Détour quand il faisait des photos de personnages. J'aime bien un Américain qui a vu la photo de son arrière-grand-père qui est étiqueté dégénéré de Innsmouth, il doit être content. Voilà. Non, moi c'est des trucs, ça me va pas. Ça c'est juste ça, juste petit livret, ça sert à rien, c'est inutile. Voilà. Enfin, on passe au livre qui concerne l'horreur à Arkham. L'horreur à Arkham, c'est le jeu, le jeu de plateau. Ce jeu de plateau a généré de nombreux romans, de nombreuses nouvelles qui pour l'instant ont été traduites que 2 fois. Merci 404 éditions qui a laissé tomber les droits. Bon, on en pensera ce qu'on en veut, moi j'en pense que du mal. Donc, actuellement, qu'est-ce qui était sorti? C'était Le Dernier Rituel. Le Dernier Rituel, c'est un artiste bohème des années 20 qui se retrouve petit à petit à être impliqué dans une sorte de conspiration avec des cultistes qui essayent de faire revenir un grand ancien, et cela au niveau d'un grand hôtel, hein, et essayer dans les tréfonds d'un grand hôtel lors d'un vernissage avec des peintures un peu bigarrées. Moi je trouve celui-là pas trop top. Je préfère à celui-là La Colère d'Unkai. La Colère d'Unkai, c'est une aventurière voleuse qui, lorsqu'elle veut aller voler une petite momie dans un musée à Arkham, se rend compte que cette momie n'est pas obligatoirement momifiée totalement, et il lui arrive plein d'aventures et plein de confrontations. C'est un peu mieux, ça utilise, on va dire, le background là je pense que ça doit être dans l'horreur du musée Le Tertre, hein, où on parle donc d'une civilisation d'êtres humains évolués mais corrompus par le mythe qui habiterait les tréfonds de la Terre. Donc voilà, c'est comme ça. Enfin, on a les investigateurs d'Arkham, The Investigators of Arkham Horror, qui malheureusement, je pense, ne sera jamais traduit, et qui reprend à chaque fois, en 2-3 pages, à chaque fois, le background de tous les investigateurs de l'horreur Arkham. Hein. Donc à chaque fois, on a une petite aventure, hein, une petite aventure qui permet de comprendre un peu comment les investigateurs, donc les personnages de Horror Arkham, ont pu être impliqués dans les recherches. On voit par exemple Harvey Walters, le bibliothécaire, on a Dexter Drake, on a plein de... Voilà, on a Gloria Goldberg. Je pense que là, on a Agnes Baker, donc la serveuse. Donc, vraiment, on a toutes les aventures un peu pour essayer de présenter un peu tous ces persos. Et je pense qu'à un moment, il faudra qu'on s'y penche dessus pour reprendre vraiment Horror Arkham et reprendre chaque fois, dire clairement, voilà, on commence l'aventure avec tel ou tel perso. Là, c'est Lily Chen. Hein. Et ensuite, Jacques Monterrey, voilà, Akashi Oniele, hein, Patrice Attaway. Donc pourquoi ces personnages ont certaines capacités et qu'est-ce qui leur est arrivé, pourquoi ils en sont arrivés, enfin tout ce qui a pu se passer
Ouais, avec des illustrations, bon, franchement magnifiques. Ah, il y a une petite représentation du roi en jaune bientôt. Je vous y convie à Arkham. Très bien. Donc voilà un peu tous les, on va dire une petite, petit échantillon de, de tout ce qu'a pu produire Lovecraft, ou du moins tous les continuateurs, aussi bien donc des trucs sympas que des trucs moyens que des trucs merdiques. Et donc c'est à partir de là, à partir de tout ça qu'on peut se faire une idée, pouvoir ensuite apprécier véritablement aussi bien une partie d'Horror Arkham qu'une partie du jeu de rôle. Donc la prochaine fois, je vous expliquerai dans Comic Off tout ce qu'il faut savoir sur les BD inspirés du mythe de Lovecraft. Hein. Et on verra ensemble, pareil, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas acheté. Parce qu'on respecte les BD comme les livres, mais qu'est-ce qui est moins à lire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.